aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un premier aperçu des produits météorologiques. Je ne vais pas présenter tout le panier, mais plutôt une petite partie, une quinte, surtout le secteur agricole. Et pour plus de détails, bien pour une adaptation des produits pour un besoin tel ou tel autre, disons, nous pouvons le faire directement la direction d'un. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance des données météorologiques pour une agriculture avancée. Pour commencer, il est intéressant de rappeler notre mission, qui est la mission de la Direction générale de la météorologie. Je rappelle que nous sommes une référence nationale en matière d'observation, de la prise en du temps et de conservation des patrimoines climatologiques. Nous participons aussi aux efforts de recherche et de développement en météorologie et nous contribuons grâce à des services météorologiques climatiques adaptés à la sauvegarde des vies et des biens et du bien-être des citoyens, au développement durable du pays en tenant compte des défis du changement climatique. Donc pour nos objectifs pour le secteur socio-économique, c'est contribuer à la sécurité des personnes et à la protection des biens et la préservation de l'écosystème, participer à une meilleure gestion des ressources naturelles, accompagner les professionnels des secteurs dans leurs projets économiques et participer à l'évaluation de l'impact du changement climatique sur le cycle de l'eau et les ressources naturelles en particulier. Donc, concernant la chaîne de production de la Direction générale de la météorologie, elle peut être divisée ou scindée en 4 parties majeures. La première, c'est l'observation de l'atmosphère. La seconde, c'est le traitement des données. La prévoir et expertiser, c'est la troisième. Et la dernière, c'est diffuser et avertir les citoyens. Il est important de signaler que le système de management de qualité de la DGM a été audité et certifié conforme aux exigences de la norme standard ISO 9001 de l'année 2015. Donc ici, je présente la carte du Maroc, et particulièrement les stations d'observation sur leur emplacement au niveau de tout notre royaume. Comme vous pouvez voir, nous disposons d'une panoplie ou bien d'une série importante de stations d'observation qui est diversifiée et qui va de l'extrême nord du Maroc jusqu'à l'extrême sud du Maroc. Nous avons divers types de stations, des stations d'observation avec son personnel, des stations à vocation maritime, des stations à vocation agrométéorologique qui permettent le suivi des champs d'essai. Agrométéorologique bien sûr. Nous avons des radars, des satellites de réception d'images SAT. Ici c'est un exemple d'image SAT qu'on reçoit par les satellites, qui pourra être aussi adapté aux besoins des différentes clientèles. Comme vous le savez tous, il est important de signaler que la DGM a fait beaucoup d'investissements ces derniers temps. Le dernier, c'est le serveur ANTA qui a été doté en 2021, qui permet de faire des calculs allant jusqu'à 1 million de milliards d'opérations par seconde. Ce système nous a permis d'avoir une panoplie de modèles, qui sont des modèles à échelle internationale, avec une résolution allant de 10 jours et de 10 à 25 km, c'est-à-dire à maille variable, jusqu'à une haute résolution sur le Maroc. C'est le modèle ARAM, allant de 3 jours de résolution temporelle et de 1,3 km de résolution spatiale. Nous avons également d'autres modèles, des modèles de prévision marine, tels que le modèle CEP, le modèle WaveWatch 3, le modèle SWAN, le modèle MOTI. Pour les clientèles de la DGM, nous disposons d'un panier important de clientèle, dont je cite le transport aérien, dont l'ONDA fait une part, l'institutionnel, tel que le ministère, la question de pêche maritime, les médias, le tourisme, l'eau, le secteur d'énergie et le BTP, ainsi que l'agriculture et les ressources en eau et environnement. Donc, comme vous savez tous, à l'instar des autres pays, le Maroc est soumis à des aléas météorologiques dangereux qui peuvent avoir conséquences graves sur la sécurité de la population, l'intégrité des biens et de l'activité économique dans la région. Donc, un exemple des aléas que le Maroc
fait face. Nous citons les inondations, le vent fort, comme a connu la région du Nord ces derniers temps. Il y a les houles que Casablanca a fait face les années dernières, ainsi que la grêle, etc. Donc, un exemple d'étude qui a été réalisé par l'IPCC en 2021, elle stipule que la fréquence des événements, surtout la sécheresse, ainsi que heavy precipitation, augmentera vers la fin du siècle. Avant, sur une période de 10 ans, la fréquence était d'une seule fois sur chaque 10 ans. À présent, elle est de 1,7 fois chaque 10 ans. Et en futur, elle augmentera jusqu'à atteindre 4 fois l'événement se reproduira 4 fois sur une durée de 10 ans, avec une intensité qui augmentera parallèlement avec cet événement. Donc, ce qui concerne la direction de la météorologie générale, on peut dire qu'on donne une assistance météorologique au secteur de l'agriculture et que peut être scindée en 3 axes majeurs: l'assistance à l'exploitation agricole, la prospection de l'avenir et la formation et appui technique. Pour l'assistance et l'exploitation de du secteur agricole, nous fournissons des données météorologiques observées. Nous pouvons également développer des systèmes opérationnels pour le suivi de la végétation, développement d'outils d'aide à la décision en irrigation et lutte contre la phytosanitaire et pratique agricole. Pour l'axe de la prospection de l'avenir, nous réalisons des études d'impact du changement climatique et la variété climat et l'agriculture. Nous contribuons à la mise en œuvre de stratégies d'adaptation et l'atténuation face au changement et la variété climatique. Et pour l'information, nous pouvons donner un appui technique pour s'équiper en matière de mesures, de matériel de mesure, car on est la référence à l'échelle de l'Afrique. Nous avons carrément un laboratoire pour la quantification des matériaux de mesure. Nous faisons également des formations, nous pourrons donner des formations en agroclimatologie et en agrométéorologie. Donc, ce qu'on a, c'est des données d'observation en mesure, des analyses de produits climatologiques, des analyses et études, des prévisions météorologiques. Donc, tout ça, on le fournit au jour le jour. Mais sans l'expertise des ingénieurs météo, on peut aller passer à un monitoring de vigilance, faire des modélisations, de gestion de risques, de programmation, de planification et d'optimisation également. Donc, nous avons des données de points. Nous pouvons également fournir des données spatialisées avec une haute résolution sur tout le royaume. Parmi les projets récents sur lesquels nous avons contribué, nous citons le CGMS Maroc, qui a un système national de suivi de campagne agricole pour la fusion de rendement céréalière. Le deuxième programme sur lequel nous avons travaillé récemment, c'est l'adaptation au changement climatique dans l'agriculture du Maghreb, qui est un projet de mise en œuvre de l'assurance agricole paramétrique au Maroc. Il vise à réduire le risque climatique dans l'agriculture. Et le troisième, qui est celui mosaïque, c'est un système intégré d'évaluation de l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Ici, j'avais présenté la grille CGMS sur laquelle on travaille. On fait des études surtout sur la masse agricole au niveau du Maroc, c'est pas sur toute la région. On peut passer à l'échelle nationale et même on peut descendre jusqu'à l'échelle régionale. Donc ici c'est un exemple d'étude qui a été réalisée dans l'objectif d'évaluer l'impact du changement climatique sur l'agriculture pour une cinquantaine de cultures en collaboration avec la FAO. Et ici c'est un exemple de bulletin agrométéorologique que je vais décortiquer par la suite. Donc parmi les graphes qui dans le bulletin est composé, ce sont des graphes
qui sont à l'échelle, qui passent de l'échelle nationale à l'échelle régionale pour divers paramètres tels que la précipitation, la température maximale, minimale et moyenne, etc. Pour les cartes qu'on peut fournir, ce sont des cartes de température quotidienne, les cartes par rapport à la normale, la pluviométrie, ainsi que l'évapotranspiration. On peut passer à agréger ces données et passer à l'échelle de bassin en calculant la pluviométrie en moyenne cumulée ainsi que les cartes, et même le déficit hydrique de l'année par rapport à la normale. Nous pouvons également fournir des indicateurs tels que le nombre total de jours froids, de jours chauds, ainsi que le volume total annuel de précipitation et le nombre maximal de jours secs consécutifs. Ça, c'est pour la partie observée. Nous avons aussi également plusieurs d'autres produits tels que le Soil Moisture Index. C'est la carte qui permet d'avoir une idée sur l'humidité du sol. La carte d'NDVA, c'est une carte qui est réalisée au niveau que ce soit mensuel, ou bien on peut comparer avec la normale du mois. On peut passer aussi à l'échelle communale pour des paramètres météorologiques, donc il suffit juste de préciser le besoin. Et nous avons également le suivi de la sécheresse, des indicateurs de suivi de la sécheresse, le nombre maximal pour l'avenir, pour la saison à venir, de mars, avril, mai. Le nombre maximal de jours chauds, le nombre maximal consécutif de jours pluviales, nombre de jours pluviales. Ça, c'est toujours des exemples de produits qu'on peut fournir et qui intéressent le plus le secteur agricole. Nous disposons également de bulletins d'alerte et de cartes de vigilance et même des médiogrammes, c'est-à-dire des graphes d'évolution de divers paramètres de température, de précipitation, d'humidité et du vent au niveau du point. Et la dernière, c'est pour ne pas être trop lourd, c'est la probabilité, ce sont des cartes de probabilité de température maximale anormalement chaud pour la semaine à venir. Celle-là, c'est pour la semaine à venir, du 26 2024 à 3/3/2024. Donc tous ces produits-là sont adaptés, ils peuvent être, faire un downskilling jusqu'à la région de choix. Nous avons également des bulletins de prévision saisonnière pour déterminer si la saison suivante sera très... on a un risque d'avoir une température chaude ou froide, ou est-ce qu'on a de la pluviométrie pour les 3 mois d'avenir ou pas. Une probabilité de cumul de pluviométrie qui est strictement supérieure à 5 mm et une anomalie de précipitation pour les jours à venir. Donc jusqu'à présent, j'avais présenté que quelques exemples d'études et de produits opérationnels qui sont disponibles et qui peuvent être adaptés selon le besoin des diverses clientèles. Donc je vais passer à une étude très brièvement. C'est la première fois qu'il a été réalisé au niveau du Maroc. Cette étude a pour objectif de faire une gestion intégrée de ressources hydriques du bassin versant de ces sites. On a le cas de l'étude au niveau du bassin versant de ces sites. Donc, pour ce faire, nous avons choisi le système Safran Isbarontou. C'est un système connu à l'échelle internationale. Il a été mis en place au niveau du bassin pilote, qui est celui du bassin de ces sites. Nous limitons que pour les deux parties, qui est le système Safran et le système ISBA. Pour la partie non-coût, c'est l'avenir. Il a fait l'objet d'une collaboration de plusieurs partenaires, qui est le laboratoire mixte international TREMA, l'IRD France, les ABHT de Tensift, l'Orme Vache également, et le groupe Multis. Elle a été réalisée dans le cadre d'une thèse doctorale à la faculté de sciences à Derrière. Et je ne peux pas raconter que je fais partie. Donc le système a pour objectif de faire une paramétrisation physique d'un nouveau schéma d'irrigation au niveau du bassin de façon de ces sites. Donc comme vous pouvez voir dans la figure 2, c'est une figure qui décrit l'occupation du sol
par pixel. Donc chaque 300 mètres, on a un type de culture différent. Donc on peut voir dans la partie verte, nous avons c'est-à-dire des arbres qui sont irrigués et d'autres qui ne sont pas irrigués. Donc ça vous allez le voir par la suite, pourquoi de la chose. Donc pour la transition physique, nous avons choisi une irrigation de 12 heures. Pour le cas d'irrigation, nous avons choisi que deux types d'irrigation. C'est le cas des arbres et le cas de blé. Pour le cas des arbres, elle est comme les agriculteurs le savent tous, elle est irriguée tout le long de la main. On n'arrête pas l'irrigation. On l'arrête, mais ça dépend de l'événement et de la succession hydrologique. Vous allez le voir par la suite. La quantité d'irrigation elle est de 10 mm pour chaque événement. Le type d'irrigation est de goutte à goutte. On a haussé la barre. Le temps de retour est de 4 jours. Pour le blé, on a choisi un blé d'hiver. Donc la date de semis est du 15-11 jusqu'à le 28-4, c'est la date de récolte. Le type d'irrigation c'est le fluvium, c'est-à-dire de l'inondation. La quantité d'eau d'irrigation est de 50 mm et le temps de retour de chaque événement d'irrigation est de 20 jours. Donc, je ne vais pas être trop lourd, je vais synthétiser tout le travail dans quelques slides, mais toujours je souligne le fait que c'est une action de recherche et en cours de mise en place, donc ce produit-là n'est pas opérationnel. Donc, nous avons choisi quelques stations d'observation au niveau du bassin. Déjà, je commence avec la figure numéro 3. Celle qui est en noir, qui est le petit bassin, donc les petites zones qui sont en noir, ce sont des zones fournies par l'ombrage. Ce sont des zones où on a de l'irrigation. C'est-à-dire que l'ombrage apporte de l'eau jusqu'à ces zones irrigables. On a comparé un modèle sans utiliser le schéma d'irrigation et un modèle avec le schéma d'irrigation. Avec l'utilisation du schéma d'irrigation. On constate qu'avec l'utilisation du modèle d'irrigation, on a plus d'évapotranspiration au niveau des champs où on a de l'irrigation. Déjà, pour la partie figure 3. La carte est numéro. Pour la carte numéro 4, elle permet de donner une idée sur la quantité d'eau irriguée utilisée tout au long d'une année hydrologique, du 1 en 8 jusqu'à 1 en 16. Normalement, on a des données journalières, mais on a carrément cumulé toute l'année pour avoir une idée de la quantité d'eau qui a été utilisée au niveau du bassin versant de Celsius. Comme vous pouvez voir, cette année, on a une idée sur, par exemple, la zone où nous avons utilisé le plus d'eau. Et les zones où nous avons utilisé moins d'eau par rapport à les autres régions. Donc, on passe maintenant au graphe 1. Au graphe 1, je l'explique. Nous avons choisi une station. C'était par exemple la station qui est en bas, celle d'Exfay. C'est une station irriguée où nous avons des arbres citronniers. Donc, pour la période 2006-2007, pour la partie qui est en haut, ce sont les événements d'irrigation que le modèle prévoit. Ce sont des événements d'irrigation pour toute l'année hydrologique de 2008 jusqu'à 2007. Et lorsqu'il pleut, le modèle automatiquement arrête à irriguer, pour ne pas gaspiller beaucoup d'eau au niveau de cette zone-là. Comme vous pouvez voir également, c'est la même chose pour la partie CA. C'est généralement entre le mois de 10 jusqu'à le mois de 3. C'est là où on a plus de précipitation. Donc, en comparant le flux de chaleur, quand on dit flux de chaleur, c'est l'évapotranspiration au niveau de la zone. En comparant le flux du modèle normal ou de référence, c'est-à-dire sans tenir compte de l'événement d'irrigation, du schéma d'irrigation, et en intégrant le schéma d'irrigation, on voit que le comportement du modèle change. En le comparant avec l'observation observée au niveau du champ d'étude, on constate que le modèle arrive à bien simuler le flux de chaleur latent au niveau du champ. C'est vrai qu'il y a un écart, et cela est explicable par le fait que l'agriculture utilise
c'est-à-dire que, comme elle a expliqué par l'instructeur, elle utilise uniquement pour savoir s'il va irriguer ou pas. Le modèle, c'est un parfait agriculteur, utilise des indices tels que le SWVI, Soil Weakness Index, pour déterminer si le seuil d'humidité est inférieur à un seuil normal ou pas, pour déclencher l'irrigation. Et la dernière figure que je vais présenter, c'est la comparaison entre l'eau acheminée par l'ombrage jusqu'à la pyramide irriguée par rapport à l'estimation du modèle, qui est celle qui est en haut, le graphe numéro 2. La comparaison a montré que le modèle a réussi à donner de bonnes estimations d'un quantité d'eau acheminée jusqu'à la pyramide irriguée, avec une différence qui apparente à partir de l'année 2008. Cette année est caractérisée par l'arrivée du nouveau plan Maroc-Vert. Car avec l'arrivée du plan Maroc-Vert, on a été signalé par mon collègue précédemment, ils ont apporté des systèmes d'irrigation subventionnés les agriculteurs qui ont changé leur habitude de culture. C'est-à-dire qu'ils ont carrément converti leur culture du blé vers l'agriculture. Et c'est là où il y avait beaucoup de besoins par rapport à l'eau acheminée par l'ombrage. Et comme vous savez tous, les agriculteurs ont commencé à faire des digues pour remédier à ce besoin-là de l'eau. Et je conclue par une liste de production que nous avons réalisée sous forme d'articles ou bien de communication à l'échelle internationale sous cette thématique-là de gestion intégrée de ressources hydriques au niveau du bassin versant Saint-Cyr. Et je vous remercie pour votre attention.